Lecture par l'auteur de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale, 29e livraison de la saison 1 à la cour de la vieille dame. L'année de la Coupe du Monde, les gardements de 68 ont 40 ans et ils sont pour la plupart pères de famille. Les générations montantes, ce sont les enfants nés à la fin des années 60. Or, depuis l'invention par les élites des chocs pétroliers, les années sont moins glorieuses et la crise téléguidée par la finance internationale et la contre-révolution néolibérale a commencé à miner le monde. Le mur de Berlin est tombé, l'URSS ne va pas tarder à imploser et l'idée s'impose que c'est la fin de l'histoire, qu'il n'y aura pas d'alternative. Tina. Dans tous les secteurs de la société, on prône le néo-taylorisme et le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Maître principe, la réduction des stocks et le flux tendu, un aérodynamisme de la production vers le marché, adéquation martiale de l'offre à la demande. Voici ce qu'en dit Tommaso Pellizzari dans l'introduction de son essai Génération 30 ans. C'est l'histoire racontée dans ce livre, l'histoire d'une génération, celle de Roberto Baggio, qui tourne autour de 30 ans, maltraitée et dépréciée par celle de 40-50 ans, devenue adulte dans un monde en train de changer, et pas qu'un peu. En 1990, les hippies et les yippies sont des yuppies qui traitent ceux qui les précèdent de youffies, Young American Urban Failures, en français, jeunes ratés urbains. De 1968 à 1976, les baby boomers ont rêvé d'une révolution, mais ces enfants, entre guillemets, qui ne se passionnent pour rien, sont égoïstes, se désintéressent de la politique, fermez les guillemets, ne se soucient que de leurs petits plaisirs. L'année 90 est déterminante. Les écrans de télévision ont retransmis le spectacle des Allemands de l'Est et de l'Ouest en train de réunifier leur nation à grands coups de pioche. On se réjouit de la chute du tyran Ceausescu qui va être exécuté devant les caméras de télévision, tandis que le bloc de l'Est se désintègre sous les coups de boutoir de l'alcoolique néolibéral Boris Yeltsin qu'on installe à la place du très raisonnable ex-communiste Mikhail Gorbatchev, l'homme de la glasnost et de la perestroïka. Peu de temps avant que Lech Walesa, avec le soutien d'un pape polonais et de la CIA, ne devienne le président de la Pologne, que la Lituanie ait déclaré son indépendance et que Milosevic annexe le Kosovo, provoquant des réactions indépendantistes en Slovénie et en Croatie. Pour finir l'année 90 en beauté, Nelson Mandela est libéré et Saddam Hussein envahit le Koweït, ce qui pousse les États-Unis à déclencher la première guerre du Golfe. En 1990, au lendemain du mondial italien, l'Italie comprend 56 125 000 habitants et le monde plus de 5 milliards 300 millions. Un ouvrier romain, milanais ou turinois touche 1 100 000 lire par mois, 550 € plus ou moins, ce qui lui permet, grâce à la radio-télévision publique italienne, Mamma Rai, d'assister à la prise du pouvoir médiatique de Berlusconi aux dépens de l'éditeur Mondadori, à la baisse de l'influence du PCI aux législatives de mai, à un référendum sur la chasse et sur les pesticides remporté par les abstentionnistes, à l'aggravation de la situation économique, à l'augmentation de la dette publique, puisqu'il faut maintenant emprunter sur les marchés privés, ainsi qu'aux évolutions malsaines de l'affaire Gladio, au nez et à la barbe de Giulio Andreotti, un partenaire présumé du crime organisé. En 1990, le Mexicain Octavio Paz décroche le Nobel de littérature et Mikhail Gorbatchev, le premier leader russe à avoir quitté le pouvoir sans mention, celui de la paix. Côté grand écran, Danse avec les loups, Kevin Costner et Kathy Bates remportent l'Oscar de l'année où sortent Pretty Woman, Total Recall, Les Tortues Ninja et Retour vers le futur 3. En Italie, les VIP du divertissement ont changé de look. La chanson Siamo solo noi de Vasco Rossi, le Johnny Hallyday Springsteen de la botte, est classée première pendant 14 semaines, devancée par Vado al Massimo, va bene così, Cosa succede in città et
C'è chi dice no, qui demeurera 38 semaines au hit parade. Les 7 magnifiques, référendum annuel organisé par TV Sourire et Chanson, sont, dans l'ordre, Giulio Andreotti, le président du conseil, Umberto Bossi, le sénateur Ligard, Marcello Dorta, un instituteur écrivain, Gigi Sabani, un imitateur, Paolo Villaggio, un comédien, Roberto Baggio, le néo-turinois de la Juve, enfin Vasco Rossi, le rocker des rockers qui déclare « Mais qu'est-ce que je fous parmi les magnifiques, moi qui me suis toujours trouvé minable ?» Une personnalité que l'on s'arrache, c'est Robertino Baggio di Caldogno, source de jouvence dont la planète football a découvert le talent pendant la Coupe du Monde. Gigi Manfredi, son nouvel entraîneur, promoteur d'un jeu brillant, veut bâtir une équipe autour de lui et marquer l'époque grâce à un jeu offensif qu'on ne pratique pas dans la botte. Le projet prend un sale pli avant même que le championnat démarre. La Juve et ses sponsors insistent pour que Baggio remise sa passion pour Florence et revendique son appartenance à la vieille dame. Mais Roby ne transige pas avec ses principes. Il évoque la manière dont les Florentins l'ont couvé quand il clopinait dans les ruelles du centre historique. Le 30 juillet 1990, lors de sa présentation officielle, Monsieur 20 milliards de lire est invité à passer une écharpe blanc et noir autour de son cou. Volontairement ou non, il l'abandonne sur le dossier de sa chaise. Les ultras turinois ne parlent que de ça le lendemain et les drougis, des fans de l'orange mécanique de Kubrick, veulent le corriger pour lui apprendre. La suite de Baggio, 20 ans de folie italienne et le démarrage de la 2e saison, à dans quelque temps, si vous le voulez bien.